Et salut à tous les amis, on espère que vous allez bien, que vous passez une super bonne journée, c'est Créolement Bon. Et aujourd'hui les amis, on vous amène pour une nouvelle vidéo. On va découvrir une distillerie nommée Papa Royo, c'est une nouvelle distillerie hein. Oui, une toute nouvelle distillerie qui a ouvert en juillet dernier, juillet 2021 précisément. On est à Goyave et aujourd'hui on va rencontrer Monsieur Gali, le cofondateur de Papa Royo, ainsi que Xavier qui va un peu nous présenter le processus de fabrication du rhum agricole. C'est pas n'importe quel rhum, un rhum un peu premium. On va aussi découvrir comment déguster ce rhum. Évidemment, il va nous expliquer comment déguster un bon rhum des dégustations. Exactement. On va également être accompagné de l'association Club Rhum Guadeloupe qui va pouvoir nous donner leur avis d'expert, hein, évidemment. Leur avis, conseils, savoir comment déguster aussi. Et on vous amène voir ça tout de suite. Let's go! C'est parti! Bon là les amis, on vient d'arriver à Papa Royo, c'est magnifique déjà. Il y a une vue incroyable. Franchement c'est super joli, avec de super couleurs, vous avez vu. Il y a même un petit espace pour se poser et tout. Franchement j'ai adoré en plein air. Franchement ça a l'air d'être super bien. Et là du coup, on va rejoindre donc, le président et le vice-président du Club Rhum Guadeloupe. Donc je pense qu'on y va tout de suite. Allons-y! Allez! Qui on retrouve? Voilà, Johan. Ça va? Comment ça va? Ça va. Et Grégory. Donc, alors Johan et Grégory, donc on les présente quand même. Johan mon cousin et Grégory du coup mon cousin aussi. Donc alors ce sont les présidents et vice-présidents du Club Rhum Guadeloupe. Je vous laisse présenter carrément, ce sera plus simple. On existe depuis maintenant 3 ans un peu plus. L'idée en fait c'est de promouvoir en fait le rhum de Guadeloupe, promouvoir le rhum en général. Et bien évidemment, bon, un peu de rhum quand même aussi, hein, parce que voilà, ça fait toujours du bien. Aujourd'hui, 145 adhérents, très précisément. On fait des masterclass, on fait des rencontres avec les adhérents, on leur permet d'avoir des avantages dans certaines boutiques. Voilà, en fait, c'est vraiment tout ce qui est possible autour du rhum. Voilà, parce que du coup, les amis, vous savez, nous, on aime bien boire du rhum. De base. Voilà, mais le truc, c'est que en vrai, on s'y connaît pas forcément beaucoup. Donc, comme nous, par exemple, si jamais vous y connaissez pas grand-chose, on s'est dit que ce serait bien de vous présenter du coup le Club Rhum Guadeloupe. Comme ça, si jamais vous voulez connaître un peu plus sur le rhum, sur la culture du rhum, il suffirait tout simplement, du coup, d'aller checker leur page et pourquoi pas d'intégrer l'association. Quoi. Tout à fait. Voilà, donc comme ça aussi ils vont pouvoir nous donner un avis d'expert tout simplement sur le rhum qu'on va découvrir aujourd'hui, Papa Royo. Bon, on vous amène avec nous tout de suite, on y va du coup. Et là on va rejoindre Monsieur Gali, donc le fondateur du coup de Papa Royo, et Xavier également, du coup qui est l'ambassadeur de Papa Royo. Salut. Bienvenue, ouais. bonjour à vous. Donc du coup Xavier va quand même nous expliquer un petit peu l'histoire de Papa Royo, parce que déjà, moi je me demande tout de suite, Papa Royo, pourquoi Papa Royo? Qui c'était? Voilà, qui c'était? Est-ce que si même c'était quelqu'un déjà? Voilà, à la base. Carrément, ouais, tout à fait. Pourquoi on s'appelle Papa Royo? En fait, l'histoire de la distillerie Papa Royo, c'est une histoire qui relie énormément d'histoires différentes, une histoire de tradition, une histoire de famille, une histoire d'hommage aussi, mais avant tout, comme tu viens de le demander, c'était l'histoire de quelqu'un. Et cet homme-là, Papa Royo, son vrai nom, c'était Charles Albert Ruscade, et c'était un planteur de canne qui est né au début du XXe siècle, en 1900, au moule. Et dès ses 19 ans, il va entrer dans une forme de contrat qu'on appelle le colonnage. Alors, le colonnage, c'est vraiment lié à l'histoire de la Guadeloupe, je ne sais pas si ça vous parle. Le colonnage. Pas coronage. Colonnage. Colonnage. Ça ne dit rien du tout, est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, le colonnage, en fait, c'est une forme de contrat qui a été inventée et qui a servi à énormément de planteurs et de gens en Guadeloupe finalement qui sont devenus des colons, ce qu'on appelle des colons. Et c'était une forme un peu comme le métayage ou le fermage en France, une forme de contrat qui sous-louait des terres à un planteur. Donc, Papa Royo a loué 4 hectares de canne à une sucrerie et les a cultivés pendant du coup une 60aine d'années. Donc c'était pas ses terres, il les louait, il ramenait la canne à sucre à la sucrerie et on lui donnait un petit peu d'argent. C'est ça le colonnage. Pendant 60 ans, il cultive sa canne, il va avoir une femme, maman Agathe, 3 enfants. Et en fait, dans les années 70-75, la mairie du Moule qui lui avait loué les terres, et la SAFER, qui est un organisme qui vient d'être créé foncier, va dire du jour au lendemain, on récupère les terres. Alors qu'il y avait un accord un petit peu tacite qui avait été donné en 1919 qui disait que si un jour les terres étaient vendues, ce serait lui qui pourrait les racheter en premier puisqu'il vivait là depuis plus de 50 ans. Okay. Finalement, du jour au lendemain, on va récupérer les terres. Donc voilà, la famille est un petit peu perturbée par cette décision, un peu obscure. Et finalement, c'est sa fille, à Papa Royo, qui s'appelait Danielle Gali, qui va décider de mener un combat et qui va faire un procès à la mairie du Moule et faire un procès à la SAFER pour récupérer et racheter surtout les terres
de leur papa. Du coup, Danielle Galli va militer un petit peu, va fédérer autour d'elle des planteurs, des coupeurs de canne, et c'est un procès qui va quand même durer 17 ans. Ah oui, d'accord. Ouais, carrément. Et pendant 17 ans, elle se bat, et en 97, gain de cause, la famille Galli peut finalement racheter les terres historiques de Papa Royo. Et ce qui est génial dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, 102 ans après le premier coup de couteau de Papa Royo sur ses champs de canne, nous on cultive cette parcelle-là pour faire le rhum que vous allez déguster tout à l'heure. C'est vraiment beau parce qu'au final, il y a vraiment une histoire de famille derrière. Ouais, Qu'est-ce qui se passe après? Donc du coup, c'est la famille Galli qui garde tout. C'est qu'en fait, Daniel Galli s'était marié donc avec un homme qui s'appelait Moïse Galli, et en fait, Joris que vous avez vu tout à l'heure, c'est l'arrière-petit-fils de Papa Royo. Donc il y a un vrai hommage à cet homme-là en fait, si vous voulez. Ouais, voilà, c'est la famille Galli qui, pendant une vingtaine d'années, continue de cultiver les terres. Et finalement, il y a 6 ans, une décision qui est prise par un petit collectif. Le collectif, c'est Jude Galli, petit-fils de Papa Royo, Joris Galli, le fils de Jude, arrière-petit-fils de Papa Royo, et 2 planteurs de cannes, Tim et Jean-Marie. Ce collectif se rassemble et les gars disent bon, on a des super cannes, on a des super terroirs, comment on peut faire aujourd'hui pour les valoriser un petit peu? Et il a été très vite dans l'idée venu de faire du rhum. Donc déjà, avant de te parler un petit peu de notre process, on va revenir sur la globalité du terme. Un rhum agricole, pour toi, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Donc en fait, en gros, c'est moi qui fais l'interview, mais c'est lui qui me fait les questions, quoi. En gros, voilà, ok. C'est dans ce Ben, je pense que c'est un rhum qui est fait à partir de plantes agricoles, enfin des choses d'agriculture. Ah non, ouais, voilà, non. Tout à fait. Rhum agricole, c'est une dénomination qui est liée au DOM et au TOM français. Le rhum agricole, c'est un rhum qui est fait à partir de pur jus de canne. Ok. Tu broies ta canne, tu récupères ton jus, tu fais du rhum avec. Il y a 98% des rhums du monde donc, sont faits avec de la mélasse, qui est un résidu de cristallisation. Rhum agricole, c'est du pur jus. Rien à voir avec ce que je disais. Voilà, c'est la base. Donc nous, la notion de terroir, pour nous, elle regroupe 4 grands trucs, 4 grands facteurs. La notion géologique, la notion climatique, la notion variétale, justement, qu'est-ce qu'on fait pousser, et la notion un peu humaine. Ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. La notion variétale, ensuite, je vais vous montrer. Ouais. On cultive 2 grandes variétés de cannes, nous, sur les 16 hectares qu'on a chez Papa Royo. On cultive cette canne-là, qui est la canne rouge. La canne rouge, c'est une canne réunionnaise. D'accord. Son vrai nom, c'est R579. Oula. Une fois. C'est une canne qui, à la base, n'aime pas trop les zones chaudes. Elle aime bien quand c'est humide, elle aime bien la Réunion, elle aime bien la basse terre. Et on cultive cette deuxième variété, rien à voir en termes de couleur déjà, c'est la canne qu'on appelle canne matos. D'accord. Et la canne matos, du coup, c'est une canne qui a un pouvoir magique, entre guillemets, c'est qu'elle a besoin d'eau que pendant les 4 premiers mois de sa croissance. D'accord. Okay, et une fois qu'elle a grandi, à peu près grande comme ça, elle va s'arrêter. Quoi en fait. C'est ça, à peu près, ouais. Non, je pense même un peu plus petit que toi. Une fois qu'elle a grandi pendant 4 mois, elle va continuer sa maturité, ce qui fait que tu vas voir, elle est lourde, elle est grosse, elle est hyper chargée en sucre. Ok. Pour ça, je vous propose de goûter. Ah ouais, carrément. Okay, c'est vrai parce que on parle, mais hein, nous on aime bien goûter aussi. Hein. D'ailleurs, Johanna va aussi essayer. Moi? Oui, toi. Ah non, c'est toi en fait. Essayer de couper de la canne, ça va être très très drôle à voir ça. Ouais. On va un peu sec. Ensuite, tu lèves un peu ton couteau, histoire à lever la fibre de la canne. Ouais. Et tu l'accompagnes. Voilà. Tu tournes un peu. Non, tu vas j'arrive pas. Voilà. Allez, c'est parti. Parce que moi, les couteaux, c'est déjà. Hein. Ah, déjà, faire ça. Ouais. Utilise le poids du couteau vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, on croit que c'est facile, mais en vrai, hein, Fais ça. pas si. Exact. Ah, attention, il y a quelque chose. C'est ça. Et. Et accompagne-le. Ah. Tenez. Merci. Bon, alors on va goûter cette canne du coup, regardez. Donc là, c'est la canne qui est censée être sucrée. Sucrée, c'est ça? Celle-ci. Regardez ça, tout ça. Quand je mange de la canne. C'est bien sucré. J'adore les cannes comme ça. Allez, donc maintenant, la canne réunionnaise. Ah ouais, c'est pas le même goût, hein. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un petit goût plus salé, non? Ouais. Non? Là, t'as plus de sucre. Là, ouais. Et c'est vrai, ouais, il y a un petit coup salé à la fin. C'est celle-ci qui a le goût un peu plus salé ou pas? Bah, c'est à vous de le vérifier, mais Bah là, ouais, vas-y. on va en discuter. Je suis d'accord avec vous. Ouais. En effet, il y a un côté un peu plus salin sur la rouge et un peu plus de sucrosité sur la matos. Exactement, Ok, c'est ça. Ah bah c'est fou de retrouver cette différence. Ouais. Alors voilà, ce qui était important pour moi aussi de vous présenter en parallèle à cette notion de terroir qui nous est très chère, c'est que comme je vous l'expliquais, Papa Royo, ça a été créé par un collectif de planteurs à la base. Et donc cette notion de mise en avant de l'humain, pour nous, elle est primordiale. Ça veut dire qu'on a même inventé un nom pour nos planteurs de canne, on les appelle les maîtres canniers. Ah oui. Ah oui, Ouais, les c'est maîtres des maîtres canniers. canniers, Ah ouais. parce que c'est des mecs qui bossent depuis 1988, qui connaissent par cœur leur sol, leur géologie, leur climat, leur canne, etc. Et du coup qui nous permettent d'avoir une canne de qualité, donc des rhums de qualité. Dans le monde du rhum,
qui parle des planteurs aujourd'hui? Personne ne parle des planteurs, vrai. tu vois, on parle toujours de ce qui se passe à la distillerie, de ce qui se passe dans les chais, mais qui parle des planteurs? Personne. Et nous aujourd'hui, on veut remettre le planteur, les coupeurs de canne, mais avant tout les planteurs, avec leurs méthodes culturelles qui sont vraiment uniques. Chaque planteur travaille différemment, ramasse sa canne pas au même moment, etc. Et on veut que ça devienne vraiment primordial dans le monde du rhum. J'allais te demander c'est quoi justement les différences, parce que moi je connais pas du tout, hein, mais justement qu'un maître cannier à l'autre, tu dis que c'est pas pareil, donc quelle vraiment différence il y a En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on jette la canne sur le sol, on attend un an et on ramasse. Ça se passe pas comme ça. Les choix qu'a à faire le planteur, c'est avant tout des choix sanitaires, dans le sens où est-ce qu'on met des phytos ou est-ce qu'on est en bio. Nous, on est en conversion vers le bio, donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a aussi le choix de la fertilisation, est-ce qu'on aide nos cannes à pousser ou pas, l'irrigation, est-ce qu'on leur donne de l'eau ou pas, et aussi c'est le choix de la maturité. Le rhum qu'on goûtera tout à l'heure, il y a une partie de canne qu'on a ramassée en surmaturité, qu'on a un peu plus poussé. Donc on va avoir des aromatiques qui sont différentes à chaque fois. Ce qui serait bien du coup, donc, c'est que tu nous montres du coup tout ça, parce que là je vois de grosses cuves, hein, vous voyez tous les grosses cuves, mais je pense qu'il y a beaucoup qui savent pas qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert surtout. Ouais, ok. Ouais. Bah venez, je vous explique. Donc là, on va monter vers les cuves de fermentation. La fermentation alcoolique, bah pareil, je vous pose une question, c'est quoi? Fermentation alcoolique, c'est la fermentation De l'alcool. de l'alcool du rhum. Je crois que c'est quand tu prends le jus et qu'en fait c'est là qu'il va développer en fait tout ce qui est alcool, donc c'est avec les levures parfois, les trucs comme ça. Ouais, c'est bien, exactement. Ah, c'est ça, il y a tout à quelque fait. chose. Bien joué, bien joué. Il y a des études. Hein. Du coup, c'est la transformation des sucres en alcool à travers cet organisme unicellulaire qu'on appelle la levure. Et en fait, le truc, c'est que les gens en parlent très peu, alors que c'est une table qui est genre très importante. Okay. C'est là que tu vas créer l'aromatique en fait. C'est pendant la fermentation alcoolique que la levure, elle va générer des esters. Alors, je vais encore dire des mots compliqués, mais des esters, des phénols, des acides gras. C'est là qu'elle va générer en fait toute la composante structurelle aromatique de ton rhum. Okay. Donc nous, on met le rhum dans les cuves que vous avez juste ici. Le pot, c'est l'espèce de serpentin que vous avez là, et ça nous permet en fait de générer du froid. Okay. Parce que la levure, quand elle fermente, elle va aussi générer du CO2, donc du gaz carbonique, et de la chaleur. Ce qui fait que quand elle fermente trop vite, bah, elle se fatigue. Comme tu fais un marathon au soleil, bah, au bout d'un moment, t'es fatigué, quoi. Donc nous, on baisse la température des cuves quand ça monte trop haut pour détendre la levure et pour faire en sorte d'allonger un petit peu la fermentation. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais du coup, Papa Rouillot, c'est quoi? C'est une grosse distillerie? C'est une petite distillerie? On est ce qu'on appelle une micro-distillerie. D'accord. Voilà, donc en termes de litres, on fait 2% de ce que font les grossistes. En tout cas pour cette campagne-là. Et ensuite, on va obtenir ce qu'on appelle un vin de canne. Le vin de canne, c'est une fois que le jus a fermenté. Et ce vin de canne, on l'emmène ensuite vers les alambics. Ok. Les alambics. On appelle un pot de style ou alambic charentais. Ok. Ah là ça. Donc on voit un truc qui mélange là. C'est l'agitateur, c'est ce qui permet de mélanger un petit peu les vins de canne à l'intérieur avant la distillation. Pour la distillation, on va passer en bas si vous voulez. L'alambic charentais, c'est une très vieille méthode de distillation qui est un petit peu plus lente, mais on va essayer aussi d'aller chercher un petit peu plus d'arôme. Je vous explique vite fait comment ça marche. On va mettre le vin de canne, donc le jus de canne fermenté, si vous avez bien suivi à l'intérieur ici, et on va faire chauffer. On fait chauffer notre alambic comme une grande casserole. Et étant donné que l'alcool, l'éthanol s'évapore à un degré plus bas que l'eau c'est 100 degrés au niveau de la mer, comme pour faire des pâtes, l'éthanol c'est 78,5. Donc ça monte à travers le col de cygne que vous voyez là-haut, la partie en cuir. Ça va se condenser dans la petite colonne qui est ici, et en fait on va avoir notre distillat qui va sortir par ces robinets. Comme vous pouvez le voir, il y en a 5. Pourquoi? Parce qu'au tout début de la distillation, ça arrive dans ce robinet-là, c'est ce qu'on appelle les têtes de distillation. Et les têtes de distillation, c'est impropre à la consommation dans le sens où c'est chargé en méthanol, en propanol, voilà, je ne peux pas tous les citer, mais c'est une partie avec des alcools supérieurs qui n'est pas très bon. Donc on va l'isoler. On arrive ensuite sur le cœur de la distillation qui est le brouillis, ça fait à peu près 40 degrés, ça sent la canne, ça sent le sucre, c'est sympa. Et on va arriver en toute fin de distillation sur les queues de distillation. Et les queues, pareil, on change de robinet, on les isole, parce que c'est pas très intéressant au niveau aromatique. Ce qui fait que sur 2200 litres au début, on arrive à 400 litres seulement de distillat à la fin. L'alambic précédent, le wash still, on l'a appelé Agathe, c'était le nom de la femme de Papa Rouillot. Okay. Et le spirit, on l'a appelé Daniel. Daniel, c'est le nom de la fille de Papa Rouillot qui s'est battue. T'as bien suivi, t'as bien suivi. C'est bien, exactement. C'est important de baptiser les alambics, on voulait leur rendre un petit hommage aussi à ces femmes-là qui sont très importantes dans l'histoire de la distillerie, tu vois. Et donc en fait, pour revenir sur mes explications, si vous avez bien suivi, dans cet alambic-là, on va mettre ce qu'on avait déjà distillé là-bas. Donc en fait, on distille du distillat. Je sais pas si vous me suivez. Double distillation. La colonne de distillation, tu lui donnes du vin de canne,
tu la chauffes et elle t'envoie du rhum toute la journée. Et pour la dégustation, on a rejoint le fondateur, Monsieur Gali. Voilà, comme ça, il va pouvoir nous parler un peu plus de son rhum. Donc du coup, déjà, ta bouteille, il me semble qu'il a un nom particulier. C'est ça. Voilà. Alors sur ce premier rhum, donc c'est un des premiers rhums qui est sorti de nos alambics, hein, on a décidé de l'appeler le rejeton pour 3 raisons. La principale étant que ma grand-mère, hein, Danielle Gali, avait un hôtel-restaurant au Moule qui s'appelle Le Rejeton, déjà en hommage au monde de la canne. Nous sommes, mon père et moi, les rejetons hein, de Papa Rouillot. Ce rhum-là est fait en partie de canne dite en surmaturité. Quand elle retombe, on a ce qu'on appelle les rejetons qui repoussent en fait. D'accord. Donc les petites cannes qui poussent à la base s'appellent les rejetons. C'est en hommage à ce champ lexical de la canne qu'on a voulu nommer ce produit le rejeton. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec ce rhum Papa Rouillot, je ne sais pas si vous avez suivi depuis le départ, mais c'est toute cette histoire qu'il y a autour de la famille, le fait même que le rhum s'appelle Papa Rouillot, et de choisir même aussi un nom pour les alambics, un nom pour le rhum qui s'appelle le rejeton et qui est toujours autour de cette famille. Je trouve ça vraiment super intéressant. Et du coup là, donc ça c'est le rhum, du coup le rejeton là, ça c'est ça. C'est le rejeton que vous allez déguster. Alors il a été distillé en février. D'accord. Depuis, il a été réduit, stabulé. Et donc aujourd'hui, on vous le fait découvrir. Ok, alors depuis qu'ils nous l'ont servi, je sens déjà énormément d'odeurs. C'est vrai que ils sont. Tu sens des odeurs. Ouais. On peut sentir que des odeurs. Des arômes. Aujourd'hui, vous savez, hein, le monde du rhum se premiumise. On a une consommation du rhum qui est encore très traditionnelle. Et c'est bien, il faut qu'on conserve ça. Mais il y a aussi toute une analyse autour aujourd'hui des rhums blancs, des rhums vieux, qu'il faut qu'on maîtrise. On va vous faire une petite présentation sur ça aujourd'hui. Okay. Comme c'est vous le fondateur, je pense que ce serait très cofondateur. Parce que c'est un projet collaboratif. Comme Xavier a pu vous dire, hein, on a aussi donc, effectivement mon père qui est dans le projet, mais aussi Tim Sinessius et Jean-Marie Gaubardan, qui sont des agriculteurs, nos maîtres canniers comme on les appelle, et ils sont très importants dans le projet. Ok, c'est vraiment intéressant et je voulais savoir du coup, en fait, c'est quoi l'objectif de Papa Rouillot? Est-ce que c'est de faire justement, parce que vous parlez de ce côté un peu premium et quand on est ici, c'est vrai qu'on n'a pas présenté la salle, on vous montrera un petit peu, c'est vrai qu'il y a ce petit côté un peu vintage, un peu premium. Quel est l'objectif en fait de Papa Rouillot avec ce rhum justement? Nous, l'idée avec ce projet-là, c'était de proposer une nouvelle expression de ce que pouvait être le rhum, de revenir quelque part à une certaine antériorité, puisque à l'origine, tous les rhums étaient faits à partir d'alambic. Pouvoir reproposer cette expression-là, proposer une expression avec des qualités organoleptiques relativement différentes de ce qu'on retrouve aujourd'hui. Après, c'est le consommateur qui décidera si... voilà. Après, une de nos contraintes, c'est de faire aussi en très petite quantité. Et du coup, je me demandais, est-ce que ce rhum-là, c'est un rhum avec lequel on peut faire des tiponges, des planteurs ou le petit sourire là déjà on voit que, Alors le petit punch, ça fait partie de notre tradition. Donc évidemment, je pense qu'il sera très très bon, un petit punch. Mais c'est des rhums qu'on veut de dégustation, des rhums qu'on veut pouvoir se déguster seul en fait. Ok. Maintenant, un bon petit punch avec un rhum Papa Rouillot, ça marche très bien aussi. Ok, d'accord. Ouais, du coup, là, on va faire une petite dégustation analytique du rejeton, du rhum que je vais parler. Donc, c'est un assemblage des 2 variétés de canne que je vous ai présentées avant, réduit à 56 degrés. C'est un produit qui sortira d'ici quelques temps, donc c'est une petite avant-première aussi pour vous. Ah, ça c'est bien ça. Hein. Dégustation analytique, du coup, voilà, on va reprendre la petite feuille que je vous ai donnée, mais c'est histoire de décortiquer un peu le rhum. C'est pas genre juste je vous le sers, on sent, voilà, on va essayer d'analyser un petit peu comment on peut l'observer, comment on peut le sentir et comment on peut le goûter. Top, parce que comme ça, nous on sait pas vraiment comment. Déjà, attends, on le tient comme ça, voilà, c'est ça. La première chose importante à regarder, c'est la viscosité, donc la couleur du rhum. Là, en l'occurrence, c'est un rhum blanc, donc la couleur est transparente, c'est pas très compliqué sur la robe. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est la viscosité, c'est-à-dire les larmes qui vont couler le long du verre quand vous penchez votre verre. Ça va nous permettre de déterminer la texture du rhum en amont, parce que c'est un rhum qui va être plutôt sec, plutôt nerveux, plutôt gras. Penche comme ça. Okay. Histoire que ça aille sur la paroi. On a toujours un peu peur que ça tombe et tout, mais fait. non. Ouais. Je t'en remets la plante. Tu le relèves.
Ok. Et en fait, tu vas regarder, logiquement, les larmes qui vont couler. Voilà, exactement, ici. Là, sur le côté, là, Tout à comme fait, ça. sur le côté. Et c'est ces larmes-là qui vont déterminer potentiellement, même sans l'avoir goûté, si c'est un rhum qui est plutôt gras ou plutôt sec. Ok. Ok. Là, tu vois que les larmes sont plutôt lentes et lourdes, c'est que c'est un rhum qui va être plutôt gras. Ok, d'accord. Ok. La partie numéro 2, alors juste pour un petit conseil de dégustation pour toi, quand tu goûtes un rhum, quand tu le sens en tout cas, parce qu'on va passer sur l'olfaction, si tu fais ça, tu vas rien sentir. Donc alors, il faut que je le tourne comme ça. Ton verre, toujours sans en faire tomber, hein. Ton verre, voilà, Ok, comme ça. Je tiens là. Ça dessine le cercle et tu fais la différence entre le haut et le bas du cercle. Mets ton nez soit en haut, soit en bas. Et Ok, tu vas donc- voir pose ton nez en haut, tu vois, voilà. Attends. Et si tu mets ton nez en bas, tu verras que au bout d'un moment, c'est beaucoup plus puissant. Ok. Et l'intérêt, c'est de mettre justement ton nez en haut pour que ce soit plus fin. Ok. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Attends. Tu sens une différence entre le haut et le bas? Effectivement, il y a ce côté qui est plus fort. Bah oui, parce que du coup, on est plus proche de l'alcool, je pense, c'est ça hein, aussi. C'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Ok, donc pour la dégustation, on retrouve le Club Rhum Guadeloupe. On les laisse vite fait se présenter parce qu'il y a un petit nouveau là. Hop, c'est du coup, tu t'appelles Boris. Voilà, Boris. Et donc, on va goûter ce rhum cette fois-ci avec eux. Comme ça, on va voir un peu le Club Rhum Guadeloupe. Qu'est-ce qu'ils ont de plus à apporter pour savoir quand même, parce qu'ils font des masterclass, tout ça. Mais il faut savoir quand même qu'est-ce qu'on va apprendre dans le rhum du coup. Alors, vas-y. Là, on va varier, c'est qu'en fait, il y a plusieurs techniques de dégustation. Ça va varier d'une distillerie à l'autre. Il y en a qui vont vous dire de mettre le nez, d'autres de ne pas mettre le nez, d'autres de secouer pour un peu oxygéner le rhum, d'autres qui vont vous dire au contraire, il ne faut pas oxygéner, sinon il perd tous ses arômes. Donc, il y a plusieurs maisons, il n'y a pas une vérité vraie. Ok. La seule vérité vraie, c'est de ne pas faire de bouche avec des rhums comme ça. D'accord, ok. Pas faire de bouche. Non, mais plus sérieusement, il y a des rhums en fait, qui sont vraiment très qualitatifs. Et c'est un peu dommage de les gâcher en punch. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, à partir du moment où tu achètes ta bouteille, tu es chez toi le dimanche, tu fais ce que tu veux avec ton. Exactement. Bien dit. C'est vrai. Pour pouvoir la déguster, c'est quoi? On fait un cul sec c'est... Pareil, il y a plusieurs maisons, mais moi, celle que j'ai retenue, c'est celle que Biel nous a donnée, je la trouve pas mal. C'est une fois que vous avez senti, donc avec la méthode de Xavier, D'accord. c'est de prendre ce que M. Baudin appelle le first kiss, qu'on avait vu à Grégoire en Martinique. Donc c'est de prendre une petite rasade et de tapisser le palais avec. D'accord. Bien tapisser, vous allez avoir les arômes qui vont commencer à monter, et ça va préparer le palais. Ok. Et après, donc, il y a le French kiss, du coup, qui sera la deuxième gorgée qui sera plus franche. Et là, vous allez commencer du coup à découvrir un peu les arômes du rhum. Let's go pour la dégustation. Donc là, on va faire le first kiss, hein, comme Johan disait. Tu dirais Simon dans le Roi Lion. Non, c'est... Ça change l'approche du rhum. Là, le fait qu'on m'ait expliqué une façon de faire, en fait, là, tout de suite, quand j'ai fait ça, là, tu vois, Ça change j'ai senti quelque chose de différent. Et alors, je pense que c'est des épices qu'il y a dedans. Mais tu vois, j'ai pensé un peu au boudin. Donc, je sais pas si c'est les épices qu'il y a dans le boudin. Peut-être le Le bois d'Inde, exactement, c'est ça. T'as senti tout ça? Ouais. Le côté indien, c'est pour ça. Ouais, exactement. Et du coup, celui-là, il s'appelle comment? Je sais pas si j'ai rappelé. C'est comment? Semblage. Semblage. C'est l'assemblage. Ouais, semblage. Ok. Dégustation du semblage. Ok. Est-ce qu'il faut inspirer aussi? Parce que tu vois comment j'ai respiré après, j'ai ressenti en retour. Tu vois, en disant, ouais, je peux. Mais déjà beaucoup plus doux. Bon, c'est normal, c'est un assemblage, mais du coup, Parce que c'est un assemblage. je pense. Je sais pas. Est-ce que... Non, pas forcément. Pas C'est forcément. aussi le fût, du coup, qui va. De toute façon, tu sais, quand tu as un rhum blanc qui passe en fût, généralement, il sera un petit peu plus rond, plus Plus sucré, rond. surtout si c'est un fût américain, Ok. qui va être très vanillé, coco. Donc, en fait, en général, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire on voit que du vieux, parce qu'en fait, entre guillemets, c'est un peu plus doux. D'accord. Donc, vous avez vu le blanc, Oui, ça peut être. c'est ça. il y a un Là, petit ça côté picote, attaque qui est un peu picote plus moins. fort, Là, voilà. ouais. On a des vieux qui peuvent attaquer, hein, mais ça va être des bouts de fût, des choses un petit peu plus complexes. Ok. Un rhum vieux normal, entre guillemets, ça sera beaucoup plus doux. Tu as tout à l'heure bu un rhum à 56 degrés, et là tu passes du 45 degrés. C'est vrai. Donc là c'est pour un puriste qui boit de l'eau, mais Ouais, c'est vrai. voilà, tu vois la différence en fait de degré, donc tu n'as pas le côté piquant, tu n'as pas la même attaque. Bon, et voilà les amis, on va terminer cette vidéo sur cette petite note. Franchement, les rhums de Papa Royo, on a pu déguster, on a pu voir. C'était C'est- super. Franchement, j'ai appris plein de choses et j'ai trouvé ça très très bon.
Franchement, cette histoire de famille, de lien, avec surtout de valoriser en fait le terroir, comme on a pu apprendre qu'est-ce que ça veut dire. Exactement. Voilà, le patrimoine guadeloupéen, la culture. Et surtout, on remercie également du coup le club Rome Guadeloupe. Hein, venez tous, voilà, voilà, qui a pu nous donner aussi leur avis d'experts. Et puis, du coup, est-ce que vous avez un mot à dire Experts, pas, non, on va dire on est des amateurs plus. Voilà, donc on va pas avoir la prétention de dire que nous sommes des experts, mais voilà, une grande communauté d'amateurs de rhum. Et voilà, ça fait du bien aussi, ça fait plaisir de partager l'expérience qu'on a avec vous. Ouais. C'est toujours sans prétention. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à aller checker du coup leur page. On va mettre tout ça en description. Exactement. Voilà, comme ça, vous allez voir le club Rome Guadeloupe. Et juste une question, comment ça se passe si on veut du coup faire partie de l'association? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simple. Vous allez sur clubromguadeloupe.com et puis vous avez tous les liens pour adhérer au club avec les réductions, les avantages, etc. Super, ok. Bon, vous avez noté ça, hein, Club Rome Guadeloupe, et vous inscrivez direct. Bon, du coup, les amis, c'est la fin de la vidéo. Vous connaissez déjà le mot de la fin. Sapetox. Allez, tchuss. Laissez-moi boire qu'on veut lutter.